Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information Les Titres. C'est une information qui a surpris plus d'un en Guinée ce lundi matin. Plusieurs travailleurs se sont réveillés dans l'espoir de reprendre les activités après la fête. Mais un communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé tardivement que les journées du lundi 9 et du mardi 10 juin sont déclarées fériées, chômées et payées sur l'étendue du territoire national. Si les uns sont surpris par cette décision, le juriste Khalil Kamara lui affirme que selon un décret présidentiel, peut légalement accorder des jours fériés exceptionnels. Le ciment devient de plus en plus rare à Conakry ces derniers jours pour la libéralisation de ce secteur qui a une demande croissante. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée lance un cri de cœur à l'endroit des autorités pour une intervention rapide. Et puis la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan est ouverte ce lundi à Nice en France. Cette rencontre réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement du Pacifique et des Amériques pour débattre des enjeux climatiques liés à la protection des océans. En s'inscrivant dans ce sens, le président français Emmanuel Macron a lancé un appel à la mobilisation. Commentaire à suivre. Voilà pour les titres. Encore bonsoir, c'est à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux que le ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé que les journées du lundi 9 juin et du mardi 10 juin sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Une annonce qui semble avoir échappé à bon nombre de citoyens. Ce matin, plusieurs d'entre eux se sont rendus en ville pour vaquer à leur occupation, mais ont été surpris par un calme inhabituel. Un reportage signé à Kadiatou 6 Camara. C'est en début de matinée que de nombreux citoyens et fonctionnaires ont appris que les journées du lundi et mardi sont exceptionnellement déclarées fériées. Pris de court, certains déjà en route ont été contraints de rebrousser chemin. D'autres ont dû reporter des rendez-vous importants, à l'image de Amara Kamara. Je suis venu pour mes affaires, pour régler mes affaires là à travers la ville, mais je vois que c'est moche, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, il n'y a rien. Je demande, mais il y a quoi? On me dit que c'est férié aujourd'hui et demain. Mais je me pose la question, ça c'est un gros point d'interrogation. Pourquoi c'est férié, je ne sais pas. Moi, j'ai même demandé la date. On dit, nous sommes le 9 aujourd'hui. Je dis le 9 juin. J'ai réfléchi. Le 10 juin, j'ai réfléchi. Je me disais quoi? Donc vraiment, on est dans l'impasse. Mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien parce qu'avec avec l'administration, on ne peut rien. Boubacar Bari, vendeur, se retrouve avec sa marchandise invendue, faute de clients. Il interpelle les autorités sur l'importance de diffuser ces informations à temps. En venant, j'ai trouvé la ville comme ça, on nous a dit qu'aujourd'hui c'est un férié. Mais l'État ne doit pas vraiment rester dans son campement. Précisément, on nous dit demain c'est hier à ça ou bien on se lève matin, on trouve la ville comme ça, fantôme comme ça, parce qu'on peut les appeler ainsi. Bon, l'État doit nous informer autant pour qu'on sache vraiment comment faire, comment dépenser aussi. Si pour certains, cette décision est un soulagement, pour d'autres, elle représente une gêne inattendue. Mais quel est l'impact juridique d'une telle annonce surprenante? Une décision qui suscite des réactions chez les juristes. Pour Khalil Kamara, seul un décret peut légalement accorder des jours fériés exceptionnels. Amanatou Diallo, reportage. Le communiqué précise que les lundis 8 et mardi 9 juin sont exceptionnellement déclarés fériés. Une décision que conteste le juriste Khalil Kamara, qui estime que le ministre n'a ni compétence ni pouvoir légal pour prendre une telle mesure. Selon lui, le rôle du ministère du Travail se limite à rappeler les jours fériés prévus par les textes en vigueur. Le rôle du ministre du Travail et de la Fonction publique consiste tout simplement à rappeler ces jours fériés aux travailleurs. Parce que, je l'ai dit, ça montre aussi d'une part que l'État
ne respecte pas ses lois, que l'État ne respecte pas ses engagements, ce qui n'est pas une bonne image pour notre jeune État qui est sur la voie d'un État de droit. Pour Khalil Kamara, cette décision viole le Code du travail et le décret numéro 0526. Il estime que les entreprises impactées pourraient saisir la Cour suprême pour demander l'annulation de cette mesure ou réclamer des dommages et intérêts. L'acte administratif qui viole la loi et le décret instituant des jours fériés en République de Guinée porterait préjudice à ces entreprises parce que c'est un manque à gagner pour les entreprises. Donc toute entreprise qui se trouverait affectée par cet acte peut l'attaquer devant la Cour suprême pour demander non seulement l'illégalité, la déclaration d'illégalité ou l'annulation de l'acte, encore pour réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils ou elles ont subi. Pour rappel, le Code du travail guinéen reconnaît officiellement 12 jours fériés, chômés et payés dans l'année. Je vous l'annoncer à l'entame, le ciment, matière essentielle pour la construction des infrastructures, devient de plus en plus rare à plusieurs endroits de Conakry. Face à cette situation, l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée lance un cri de cœur pour le respect des droits des consommateurs. Bani Sidibé propose une libéralisation du secteur qui se trouve dans une demande très croissante à Bangali Camara et Ansou Bailo Baldé. À Conakry, la pénurie de ciment secoue le secteur de la construction. Le sac de ciment devient rare et parfois cher. Mamadou Djouma Koulibaly, briquetier depuis plusieurs années, subit de plein fouet les conséquences. Actuellement, le problème d'obtention du ciment nous fatigue énormément. Avant, on achetait le sac à 75 000 ou 80 000 francs guinéens. Maintenant, c'est 100 000. Du coup, on a augmenté les prix des briques entre 4 500 et 5 000. Une situation qui devient très préoccupante aux yeux de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Son président, Bani Sidibé, interpelle les autorités compétentes. Vraiment un regret que nous constatons aujourd'hui, une crise du ciment dans les différents marchés de Conakry, dans les magasins. Aujourd'hui, nous sommes devant la réalité du ciment et cela a entraîné non seulement une augmentation des prix, mais aussi des tracasseries pour les consommateurs qui, en principe, qui ne devaient pas exister. Et c'est l'occasion pour nous de condamner le comportement surtout du ministère du Commerce, de l'industrie des PME et aussi des industries locales de ciment. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que la rupture soit comme ça et nous pensons que c'est des ruptures qui sont artificielles. Et en principe, il fallait vraiment non seulement communiquer largement pour alerter les consommateurs parce que la conséquence de la crise du ciment est énorme. Poursuivant, il propose à l'État de libéraliser le secteur. Et nous, de notre côté, c'est l'occasion pour nous d'interpeller surtout le président de la transition, d'instruire le ministère du Commerce à libéraliser le secteur. Si aujourd'hui les industries locales, parce que nous avons fait des investigations, on a compris que les arguments ne tiennent pas, parce qu'il y a eu manque d'anticipation, manque de prévision. Si on nous fait croire que c'est l'arrivée des Simandou qui fait que aujourd'hui, non, mais c'est de la plaisanterie. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut permettre à d'autres sociétés qui vont importer c'est-à-dire le ciment pour vraiment stabiliser. Pénurie, flambée des prix, ralentissement des activités, le ciment devient un symbole de ralentissement économique à Conakry. Sur le plan culturel, la Grande Mamaya de Cancan 2025 se poursuit au stade Mbaloumadi Diakité ce dimanche. Comme lors de l'ouverture, le chef de l'État et sa famille ont répondu présent. Une journée placée sous le signe de la Basse-Guinée, région naturelle invitée d'honneur, représentée par une importante délégation conduite par le Kontigi et l'âge Mamoudou Souma, Dibabari et Ousmane Kamara y étaient suivis à leur reportage. Avant les différents pas de danse, la parole a été donnée à la délégation de la Basse-Guinée. Son chef, Elhadj Mamoudou Souma, a salué l'initiative avant d'exprimer sa gratitude envers les organisateurs tout en rendant un vibrant hommage à la Mamaya perçue comme une fierté culturelle. Les sages disent que pour amener un enfant à participer à ces initiatives,
il faut aussi adhérer à ses loisirs. Si tu ne participes pas aux loisirs de ton enfant, tu ne le reverras pas dans tes loisirs. La Mamaya va dans ce contexte. La Mamaya ne fait que grandir chaque année davantage. Je salue l'initiative d'inviter chaque année une région administrative. Cela dénote de la volonté d'entente et de cohésion sociale. La Basse-Guinée se réjouit de l'invitation. Nous vous confions le général. S'il était votre fils hier, il est le fils de toute la Guinée aujourd'hui. Au nom des sages de la Basse-Guinée, nous invitons tous les Guinéens à la paix et à la cohésion sociale. Dans la délégation figurait également l'association des descendants de Soumaoro Kanté et alliés ADESCA. Ahmed Kanté en est le deuxième vice-président. Vous voyez une joie de vivre qui est partagée par tous ces milliers de personnes et qui donne un peu le tempo au niveau du mieux-être en République de Guinée. Je pense que les personnes, les prédécesseurs qui ont eu l'initiative de cette fête populaire ont trouvé l'un des meilleurs ferments pour pouvoir non seulement vivre en paix, mais aussi resserrer les liens entre les différentes communautés de la République de Guinée. Aujourd'hui, le Soso est venu pour, en quelque sorte, boucler la boucle après que la forêt et la Moyenne-Guinée aient été des invités d'honneur. La Mamaya de Kankan est à sa 85e édition. Cette année, l'événement a connu un succès fulgurant selon Mamadou Diana Kaba, membre du comité d'organisation. Depuis 12 heures, j'ai vu les gens commencer à venir s'installer. Ce qui a fait aujourd'hui que le protocole observé n'a pas été du tout observé. Les gens qui devaient s'asseoir n'ont pas eu de la place. À partir de 14h15, il n'y avait plus de place. Aujourd'hui, je suis très fier du CD d'India numéro 4 et fier de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, grâce à qui cet engouement est là. Le nombre de participants aujourd'hui a doublé grâce à l'appui et la détermination de Monsieur le Président de la République. Cette journée a été d'autant plus marquante puisque le président de la transition a lui-même esquissé quelques pas de danse sous les acclamations et l'admiration du public. Chapitre sport à présent. La finale du tournoi interdistrict de la sous-préfecture de Dongol Touma, dotée du trophée à Goudissi Diallo, attaché de cabinet du Premier ministre, connaît son vainqueur depuis samedi soir. C'est l'équipe du district de Bouléré qui s'est imposée face à Dongol Centre à l'épreuve des tirs au but sur un score de 5-4, remportant ainsi la coupe. Reportage à Mamadou Tanouba. C'est un retour à la source réussi pour l'attaché de cabinet du Premier ministre Amadou Riba. Il a pleinement pris part à la finale du tournoi interdistrict de Dongol Touma, un tournoi dont l'édition de cette année porte son nom. L'association des jeunes volontaires de Dongol Touma et la direction sous-préfectorale de la jeunesse sont les initiatrices de ce tournoi. Chère population de Dongol Touma, sachez que la réussite de ce tournoi a beaucoup de parrains. Nous avons beaucoup travaillé dans l'ombre pour que cette finale voie le jour. Sans rentrer dans beaucoup de détails, nous remercions tous les acteurs qui ont œuvré pour que nous atteignions cet objectif glorieux et rassembleur. Chers jeunes, chers sportifs, au-delà de la compétition de ce tournoi est un symbole fort de cohésion, de solidarité et de paix. Il incarne l'esprit de l'ASIVDT, rassembler, agir, construire à travers ce match de gala, à travers cette finale, autant pour moi. Chaque geste de fair play, vous avez démontré que le sport est un outil puissant pour renforcer le tissu social et valoriser nos talents locaux. Les populations de Dongol Touma sont massivement venues au stade sous-préfectoral Kolangel pour suivre la finale qui a opposé le district de Bouléré à celui de Dongol Centre. Goudissi Diallo, dont le trophée porte le nom, a été accompagné par une forte délégation pour donner un éclat à cet événement. C'est un sentiment de joie
de se retrouver ici avec l'ensemble de la jeunesse de la sous-préfecture et aussi les autorités. C'est de les remercier infiniment d'avoir pensé à ma modeste personne. Je n'ai même pas de mots comment pour les remercier. Tu ne prends pas d'engagement, tu ne fais pas de promesses. Tu fais ce que tu dois faire. Parce que je suis un fils de Dongol Touma. Quand je suis à Dongol Touma, c'est chez moi. Donc je ne suis pas ici pour faire des promesses ou bien de prendre des engagements. Mais en tant que fils, ce qu'un fils doit faire pour sa localité, avec l'aide de Dieu, je le ferai. À l'issue du temps réglementaire, les deux finalistes se sont séparés à l'épreuve des tirs au but remportés par l'équipe de Bouléré. Dans la soirée, les vainqueurs ont été reçus à Kourawel au domicile de Goudoussi Diallo pour la présentation de la coupe. La 21e journée de Ligue 1 guinéenne a démarré avec plusieurs résultats marquants, aussi bien en haut qu'en milieu de tableau. Le duel à distance pour le titre entre le Orea AC et le Afia FC reste aussi entier à 5 journées de la fin. Retour sur les différents résultats de cette journée footballistique avec Germaine Mansari. En ouverture de la 21e journée, l'AS Mineur Sangaridi a signé un joli coup en allant s'imposer 2-0 sur le terrain de l'Ashanti Golden Boy de Sigiri au stade Mbaloumadi Diakité. Djibril Koki Silla et Mohamed Kondé ont permis aux Mineurs de décrocher un précieux succès. L'équipe de Sigiri, qui restait sur une victoire face à la RCCK, n'a pas confirmé, reste 4e avec 32 points. De son côté, le Milo FC a été tenu en échec à domicile par la RCCK. Toujours en match avancé de cette même journée, les Bleus et Blancs ont ouvert le score grâce à un pénalty transformé par Souleymane Diaby avant d'être rejoints dans le temps additionnel sur un but de Famani Kamara. Réduit à 10, après l'expulsion de Sekou Kourouma, les locaux n'ont pas pu conserver leur avantage. Le Milo occupe toujours la 7e place avec 27 points, tandis que la RCCK est 5e avec 31 points. Le Orea AC, quant à lui, s'est relancé après son revers contre la Renaissance FC. Ce dimanche, le club de Matam a assuré l'essentiel face au CIK en s'imposant 1-0 au stade de Yorokogia. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 3e minute par Yacouba Nyanya Bari. Auteur de son 7e but en 11 matchs, une victoire précieuse qui permet aux Rouges et Blancs de conforter leur place de leader avec 45 points. Enfin, dans un duel très animé au stade de Koléa, le Afia FC a été accroché par Guinée Foot Elite 1-1. Amadou Ouribari a donné l'avantage aux locaux dès la 9e minute, mais Alassane Ndiaye a permis au club de Dixine de recoller au score à la 65e minute. Ce nul freine les ambitions du Afia FC, désormais à 8 longueurs du Orea AC 37 points. De son côté, Guinée Foot Elite grimpe également à la 7e place. La 21e journée de la Ligue 1 guinéenne s'est poursuivie ce lundi avec les derniers matchs au programme. Au stade de la Mission, la tension était palpable entre le Louba FC et l'AS Kaloum, mais aucune des deux équipes n'a su faire la différence. Résultat, un match nul et vierge qui n'arrange véritablement personne. De son côté, Sor Academy s'est incliné face au Wakrea AC. Les académiciens ont été dominés au stade de Koléa. Le club de Bokeh s'est imposé avec une maîtrise sur le score de 2-0, enfonçant un peu plus Sor dans la crise. Enfin, au terme d'un match équilibré, la Flamme Olympique et le FC Renaissance se sont neutralisés 0-0, un point pour chacun qui n'arrange rien dans le classement. Au classement général, le Orea reste leader avec 45 points, suivi du Afia FC et la Renaissance FC qui se tiennent coude à coude avec 37 points chacun. En bas du classement, le Louba FC et Sor Academy restent dans la zone de relégation.
Le Portugal a remporté hier pour la deuxième fois de son histoire la Ligue des Nations après une finale pleine de rebondissements jouée à Munich en Allemagne. Les Portugais ont dominé l'Espagne 5-3 au tir au but, ce qui a permis à la Seleção de décrocher son troisième titre majeur. Lamrana Baldé. Grâce à un étincelant Nuno Mendes, un Ronaldo infatigable, la Seleção a surgi hier sur la Roja en Allianz Arena. Les Espagnols ont d'abord ouvert le score à la 21e minute grâce à Martin Zubimendi après une erreur défensive des Portugais. Dans la douleur, le latéral gauche parisien égalise pour le Portugal 5 minutes plus tard. Face à une Roja pétrie des jeunes talents, la Seleção avait perdu le rythme. Juste avant la mi-temps, Oyarzabal redonne l'avantage aux Espagnols. À la reprise, le sélectionneur portugais Roberto Martinez effectue des changements pour redonner du souffle à son équipe. De rebondissement en rebondissement, la légende Cristiano Ronaldo égalise 2-2 à l'heure de jeu. Après la prolongation, il faudra donc les séances de tir au but pour départager les deux équipes. Morata manque sa tentative et les Portugais réalisent 5 sur 5 des pénaltys pour confirmer leur sacre. Il faut rappeler que la France avait remporté la 3e place à la mi-journée après sa victoire 2-0 contre l'Allemagne. Je vous le disais en titre, ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan ce lundi à Nice en France. Ce rendez-vous réunit plus d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernements venus du Pacifique et des Amériques pour débattre des enjeux climatiques liés à la protection des océans. Le président français Emmanuel Macron a profité de l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation internationale afin de préserver cet écosystème essentiel à l'équilibre de la planète. Commentaire à Sonakaba. Ce lundi 9 juin marque la première journée de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Elle se déroulera du 9 au 13 juin 2025, en présence de plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, dont de nombreux dirigeants du Pacifique et d'Amérique latine. Le thème principal de la conférence est accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan. Une conférence qui vise à soutenir une action urgente et plus poussée pour conserver et utiliser durablement l'océan, qui est de nos jours surchauffé, pollué et surpêché. C'est dans cette optique qu'Emmanuel Macron appelle à une mobilisation et au multilatéralisme. Les abysses ne sont pas à vendre, et pas plus que le Groenland n'est à vendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre, a-t-il lancé. De son côté, le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, est également allé dans le même sens. Nous ne pouvons pas permettre qu'il arrive à la mer ce qui est arrivé au commerce international, appelant ainsi à des actes clairs de la part de l'autorité internationale des fonds marins. Emmanuel Macron a par la suite martelé que le Groenland, où il doit se rendre en fin de semaine, mais qui est convoité par les États-Unis, n'était pas à vendre. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les océans ne doivent pas devenir un Far West de l'extraction minière. Reste donc à savoir si cette 3e conférence parviendra à soigner les maux dont souffrent les mers et les océans. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.